Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un épisode de podcast lecture. Je suis désolée pour la luminosité, nous venons de basculer en automne. Voilà, il pleut, il fait nuit, c'est très désagréable, mais c'est ainsi, l'été ne pouvait plus durer. Voilà, donc j'espère en tout cas que niveau lumière c'est pas trop embêtant. Alors du coup c'est surtout éclairage avec de la lumière artificielle. Je trouve le rendu très pas habituel. Hein. Voilà, j'étais habituée aux lumières naturelles avec un grand soleil, mais ce n'est plus le cas. Alors, on va parler livres, hein, parce que la météo, on s'en fiche. On va parler livres. Bon, je vous cache pas qu'il y aura encore des polars nordiques. Voilà, il y en aura deux. Hein. Bon, j'ai bien compris avec les vidéos 100% polar nordique que c'était pas forcément votre tasse de thé, pas à tout le monde en tout cas, pas pour tout le monde. Donc voilà, je les dispatche petit à petit dans mes épisodes de podcast lecture. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va durer, hein, parce que j'en ai encore quelques-uns à vous présenter, puis je continue à en lire aussi, c'est ça. Moi, je suis bien dans mes polars nordiques. Donc là, il y en aura deux. Il y aura le tome 3 d'une série policière, alors absolument pas nordique, je vous rassure, ce sera polar français et polar comme je les aime en fait, vraiment avec un côté très policier et tout, et voilà, bon je vous ai déjà présenté les deux premiers tomes, mais ce tome 3 était vraiment très bon, il y a 4 tomes dans la série, et ben c'est ce tome 3 qui est le meilleur, donc j'ai très hâte de vous en parler, et puis... Rien à voir avec les polars, que ce soit nordique ou pas. Alors une découverte d'auteur pour moi, mais pas pour tout le monde, parce que cet auteur m'avait été fortement conseillé. Et une très belle découverte. Et c'est même un coup de cœur, donc j'ai très hâte de vous en parler. Voilà, donc on peut résumer en des livres plutôt sympas dans cet épisode. Voilà. Alors, les livres dont je vais vous parler, ils sont là. On repère bien les polars, hein, ils ont des dos noirs, hein, et on repère bien celui qu'on n'est pas, hein, surtout. Il fait intrus au milieu de ses dos. Alors, donc, je vous avais parlé de polars nordiques, effectivement. Je n'ai pas menti, j'ai un tome 5 à vous présenter, cette série, de toute façon... Je vais la continuer longtemps, hein, voilà, donc un tome 5 dans la série Département V. Nous avons ici un tome 6, avant-dernier tome. Donc ça c'était pour les polars nordiques. Nous avons un tome 3 sur cette série de polars français. Et puis le fameux coup de cœur dont j'ai hâte de vous parler. Ce livre-là. En plus, la couverture, elle est trop chouette. Je nous ai attendu si longtemps de Geoffrey Gabriel. Voilà pour le programme. Eh bien, on commence avec un petit polar nordique. Alors, petit polar nordique, façon de parler, n'est-ce pas, hein? On est sur des belles briques. L'effet papillon, c'est le tome 5. Tome 5 qui a 730 pages. Je crois que le tome suivant en a 760. Et le tome 7 qui est à côté de moi, il en a aussi 760. Ouais, voilà. Donc des beaux petits pavés. Mais c'est toujours aussi bien. Alors, bon, je me répète, ce sont des pavés qui se lisent pas si vite que ça. Vous savez que je sais à peu près combien de pages je lis par heure. Et c'est pas un livre où je vais les lire du 100 pages par heure. C'est pas possible. Je n'y arrive pas. Donc, rythme plutôt lent, en fait. Parce que... alors, non pas parce que c'est pas intéressant, non pas parce que c'est pas haletant. Non, c'est parce que les pages, elles sont bien remplies. Donc, il n'y a pas de... Voilà, globalement, c'est assez dense. On n'est pas sur une grosse écriture, très aérée, etc. Les chapitres, en plus, sont très longs, découpés en paragraphes, mais voilà. Donc, lecture agréable, mais c'est pas non plus... Du coup, je suis pas sûre que le côté page-turner s'applique. Parce que pour moi, un page-turner, c'est genre un thriller de Cédric Cyr et on est... comme ça, tellement on lit vite, tellement on est pris par le rythme, tellement on se dit mais c'est pas possible, les personnages vont mourir. Voilà, là,
j'ai envie de tourner chaque page, il n'y a pas de souci, je peux lire... alors moi je suis capable de lire plusieurs heures d'affilée, hein, donc voilà, je peux très bien me poser et enchaîner les pages, mais c'est pas un page turn. La construction, elle est similaire à ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire que dans ce tome comme dans les autres, on suit en parallèle l'enquête, alors qui est dirigée par Karl Mork. Karl Mork, c'est le chef du département V. Le département V, c'est un département à part, au sous-sol de la police criminelle, je crois que c'est ça, hein, ils appartiennent à la police criminelle. Et en fait, ils s'occupent des cold cases, et c'était une façon gentille de le mettre un peu au placard, sans trop le mettre au placard, parce que Karl Mork, il revient quand même d'une affaire assez compliquée, qui est d'ailleurs toujours en fil rouge depuis le premier tome. Et donc voilà, cette affaire elle est compliquée, elle n'est pas résolue, et puis la création de ce département V a permis surtout de gagner énormément d'argent, donc voilà, bon, il y a des petites affaires un peu politiques derrière, mais bon voilà, Karl Mork avec son équipe assez rigolote, eh bien avance dans ses différentes enquêtes. Et donc, construction, comme je vous le disais, en parallèle, on suit Karl Mork, et puis on suit le méchant, ou la méchante, ou donc il n'y a pas un côté, enfin, j'ai des exemples qui vont démentir ce que je dis, mais il y a un côté où l'intérêt de ce polar, c'est pas de savoir qui a tué, c'est pas de savoir qui est le méchant, le dénouement, c'est pas forcément l'intérêt. Voilà, donc je vous dis ça. Et en même temps, je pense à Dossier 64, qui est le tome précédent, si je me trompe pas, qui était excellent, avec un dénouement de folie, avec rebondissement, etc. Voilà. Mais ça n'empêche qu'il y a ce côté deux histoires en parallèle, avec quand même des méchants identifiés, et puis après, peut-être qu'en fait, la fin, elle est différente. Mais donc, on a ça. Et là, l'originalité de ce tome, c'est qu'on a l'enquête, le méchant, mais en plus on a un autre personnage, un enfant qui s'appelle Marco, qui avait un lien avec le méchant et qui va mener en fait sa vie en parallèle, enfin sa vie qui va fuir et qui va avoir un lien à la fois avec le méchant parce qu'il sort de cette zone-là, et puis un lien avec Karl Mork parce que derrière... enfin, ce sera pas très clair sur il se sentira pisté et en même temps il était recherché mais pas pour être arrêté, enfin voilà, donc il y a tout ça qui s'entremêle. Comme d'habitude, âme sensible s'abstenir, hein, vraiment Jussi Adler-Olson il y va pas avec le dos de la cuillère, il y a des scènes qui peuvent être choquantes. Il y a un petit peu un langage cru. Karl Mork, il a une personnalité particulière qui est hyper attachante. Il y a de l'humour dans le livre, de l'humour qui est un peu cynique parfois, mais il y a de l'humour. Il y a un côté où Karl Mork qui vit avec des hommes en fait. Il est séparé de sa femme, qui est décrite comme quelqu'un qu'on n'aimerait pas croiser dans la rue. Il vit avec le fils de sa femme. Il a un locataire qui a lui-même un conjoint. Et puis, il vit avec quelqu'un d'autre, mais j'ai pas envie de vous dire qui c'est, parce que ça pourrait spoiler les tomes précédents. Mais en tout cas, il vit avec aussi un autre homme, un ami. Donc, il y a un côté qui est très quand même masculin. C'est pas misogyne, mais disons que les personnages féminins, elles sont pas non plus hyper mises en avant. Et puis Karl Mork, voilà, comme je disais, il ressort d'une affaire compliquée. Il commence comme ça, avec cette affaire compliquée d'ailleurs. Et bon, c'est particulier. Voilà, c'est particulier. Enfin voilà, il sort de ça. Du coup, il est plus... Alors, est-ce que c'était un personnage naïf avant? J'en sais rien, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, là, c'est sûr qu'il l'est plus. Il n'est pas naïf. Il voit peut-être un peu trop les différents rouages. Il va chercher la petite bête. Enfin, voilà, globalement, ça peut être un peu sombre en fait. Heureusement qu'il y a ces petites notes d'humour qui sont plutôt sympathiques. La psychologie des personnages est très bien détaillée, ce qui fait que même si les personnages paraissent parfois un petit peu caricaturaux, c'est quand même bien fait.
Oui, voilà, c'est bien fait. On y croit. On arrive à les comprendre, à bien les suivre dans leur raisonnement et tout. Et voilà. Et pourtant, il y a des personnages un peu loufoques, hein, mais bon, on n'est pas dérouté. On arrive. Enfin oui, c'est crédible. C'est tout à fait crédible. Et aussi, comme d'habitude, et dans ce tome, c'est aussi le cas, c'est que, en fait, c'est extrêmement bien travaillé. Les sujets sont bien travaillés, les constructions sont bien travaillées, donc là vraiment réfléchi, et puis les personnages sont bien travaillés, l'enquête est bien menée, enfin d'autant plus qu'il y a, comme je vous dis, ces 3 histoires en parallèle, et on peut pas dire que ce soit 50 pages d'une histoire, 50 pages on suit un autre personnage, et 50 pages... Non, 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 on suit non-stop en fait ces 3 personnages. En 20 pages, on aura déjà fait le tour des 3 et on aura recommencé. Enfin, donc c'est assez rythmé par rapport à ça. On décroche pas, enfin comme je vous le disais, c'est pas un page turner, mais globalement, on enchaîne bien et compagnie Enfin voilà, on a envie d'avancer, etc. Donc vraiment... c'est encore une fois excellent. Ce que je retiens de ce tome par rapport au précédent, c'est le personnage de Marco, qui est donc le jeune là qui part de cet endroit où il vit avec d'autres enfants qui sont exploités. Là, c'est un jeune voleur en fait. Hein, et puis alors, c'est trouver des astuces. On leur donne des astuces pour qu'ils puissent voler encore plus, davantage. Les astuces, ça peut être, bah tiens, si je te, je sais pas, si je t'explosais la main comme ça, tu ferais encore plus pitié et tu récolterais encore plus d'argent. Voilà, on est à peu près sur ce style de mentalité. Du coup, vous faites le lien avec ce que je vous disais, âme sensible, s'abstenir. Voilà, donc là, c'est mis pour stopper cet engrenage de violence. Donc ça rejoint ce que je viens juste de vous dire. Voilà, donc vraiment, très bon tome. Encore une fois, c'est pas mon préféré, mais il a cette marque de fabrique qui est ce personnage de Marco. Et je le répète, encore une fois, c'est à lire dans l'ordre. Jussi Adler-Olsen, il ne prend pas le temps de faire un résumé des épisodes précédents. Donc quand vous le lisez, il considère que vous avez lu, en l'occurrence, les 4 premiers tomes juste avant. Il considère que tout est frais dans votre tête, que vous savez très bien qui est qui, que vous savez à quelle période on se situe et à quelle période les enquêtes précédentes se situaient. Alors ça, c'est notamment dans le tome 6 où voilà, il considère que tout est clair, alors que nous, on a tendance à se dire, en fait, on est combien de temps après la précédente enquête. Donc voilà, il fonce, il peut peut-être un peu spoiler des choses, quoi qu'il en soit, c'est que la vie des personnages est aussi importante, la vie des enquêteurs notamment, donc forcément il y a du spoil par rapport à ça si vous lisez un tome comme ça, puis enfin voilà, moi je me répète, j'arrête pas de le dire, mais le pire c'est que plus je le dis et plus on me pose la question, est-ce qu'on peut lire ce tome indépendamment, quelle que soit la série? Ma réponse c'est toujours la même, oui on peut peut-être le lire indépendamment, enfin voilà, en même temps il n'y a pas un warning en disant attention, vous avez dans vos mains un tome 5, lisez-le seulement si vous avez lu les 4 premiers, il n'y a rien comme ça. Enfin, l'objectif pour chacun, c'est que ça puisse se lire indépendamment, c'est l'objectif de l'auteur, de la maison d'édition, etc. Sauf que, en tant que lecteur, l'expérience de lecture est quand même beaucoup plus fun quand on lit les tomes d'une série dans l'ordre, parce que derrière, l'auteur s'est embêté à créer des personnages qu'on va suivre petit à petit, qu'on va voir évoluer, parce que en tant que lecteur, la plupart des lecteurs aiment ça justement, cet attachement, etc. Et puis il y a un côté aussi habitude, réconfort, même si on parle de séries un peu sanglantes, mais l'impression que, voilà, là je prends un tome de Jussi Adler-Olsen, je sais ce que je vais y trouver, je sais comment ce sera, je suis pas surprise, et du coup, je m'attends à quelque chose, et j'aurai ce à quoi je m'attends. Mais derrière, je vais apprendre d'autres choses, ça va aller plus loin, enfin voilà. La série, c'est quand même, les séries de livres, enfin moi j'adore, donc me demander à moi si on peut lire un tome indépendamment des autres, je vous dirais oui, mais vous passez à côté de quelque chose. Voilà, je ne change pas mon discours sur ça. Donc c'était L'effet papillon, le tome 5 de la série Département V de Jussi Adler-Olsen.
Je passe maintenant au tome 3 de la série Joy Morel d'Angelina Delcroix. Ce tome 3 s'appelle Un peu beaucoup jusqu'à la mort, édité chez Nouvelle Plume, qui est, je sais pas comment on peut dire, la maison d'édition dédiée à la publication des premiers romans. Et en même temps, c'est une maison d'édition qui est reliée à France Loisirs. Je l'ai acheté sur le site de France Loisirs et il n'existait pas en poche à ce moment-là alors qu'il est sorti il y a super longtemps. Pourquoi? Je sais pas. En tout cas, quand j'ai regardé sur Instagram, j'ai bien vu qu'il avait existé en poche, mais voilà. Donc on a l'impression que c'est un tome un peu plus difficile à trouver, encore un peu plus difficile que le tome 2. Et au moment où je vous parle, j'ai lu les 4 tomes de la série. Le premier est édité chez Pocket, le deuxième je l'ai chez Nouvelle Plume en poche, le troisième je l'ai en Nouvelle Plume grand format, le quatrième il est édité chez Hugo, Hugo Thriller. Eh bien, c'est quand même plus simple de trouver un livre qui est édité chez Pocket et chez Hugo Thriller, et je trouve que les meilleurs tomes pour moi sont ceux édités chez Nouvelle Plume. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Là, on était dans un tome qui était extrêmement prenant. Je trouve que le premier, il était pas mal. Voilà, il était bien, ça donnait envie de lire la suite, mais c'était pas dinguissime non plus. Le deuxième, on a monté un sacré palier, le deuxième était excellent. Le troisième, il était un peu au-dessus du deuxième, vraiment, mais encore meilleur, mais vraiment dans la même veine et tout ça. Et pour moi, avec le 4, on est parti un petit peu ailleurs. En l'occurrence, on est parti sur une île. Mais bon, pour moi, ça fait une sorte de petite rupture. Alors, c'est important de les lire dans l'ordre, bien évidemment. Vous savez ce que je vous ai dit juste avant sur ma lecture d'avant. D'autant plus que là, l'enquête précédente se poursuit en fil rouge dans ce livre, et ce qui est assez agréable. Enfin, parce que c'est vraiment, il y a vraiment un lien du coup. C'est une vraie série policière. C'est une vraie série policière parce qu'en fait, on suit des policiers. On les suit dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, les difficultés de concilier vie privée, vie professionnelle, avec des questions de est-ce que ma famille est plus importante que mes coéquipiers? Ah ben ça, c'est des questions qui sont régulièrement abordées dans cette série en fait. Et on répond quoi à ça? Pourquoi on est policier? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous motive? Et donc, jusqu'où on est prêt à aller? Voilà, enfin, c'est assez intéressant parce que c'est pas un angle qui est souvent abordé dans les livres en fait. Ils font leur job et puis voilà, ils se mettent en danger parce que parce qu'en tant que lecteur, ça apporte aussi un peu de suspense, etc. Mais derrière, on n'a pas toutes ces réflexions et tout. Et j'aime vraiment ce côté-là et puis ce côté équipe, justement, voilà. Âme sensible, s'abstenir, hein, c'est le cas globalement dans cette série. Voilà, il y a des scènes qui sont pas très chouettes, n'est-ce pas? Et la construction de ce tome est hyper intéressante parce que... et puis ça va vraiment dynamiser la lecture en fait. Parce qu'en fait on a justement l'enquête, mais on a une femme qui écrit des lettres à son père. Et en fait l'autrice joue avec nous par la construction qu'elle a choisie, parce qu'on suit en même temps des personnages, dont un qui va devenir une victime. Et très difficile d'identifier le coupable, même si... on a cette impression de suivre en parallèle, un peu comme ce que je vous disais dans la série précédente, on a l'impression de suivre en parallèle le méchant et l'enquête. Et donc, il n'y a pas de dénouement, enfin, il n'y a pas de surprise lors du dénouement puisqu'on sait déjà qui est le méchant. Non, c'est pas tout à fait ça. Ça va au-delà, en fait, parce que c'est pas parce qu'on suit le méchant qu'en fait, on sait tout. Et on va être surpris, voilà. Et ça, c'est pour ça que je le trouve très très bon. Il est vraiment excellent. Donc bon, je sais pas quoi vous dire d'autre, mis à part aller dans cette série, découvrez-la, je pense qu'elle n'est pas assez connue et il faudrait donc un peu beaucoup jusqu'à la mort d'Angelina Delcroix. Bon, je vais quand même pas mettre mon coup de cœur à la fin de cet épisode, je vais vous en parler maintenant. Il s'agit de Je nous ai attendu si longtemps, pardon, j'en perds ma voix, édité chez Nouveaux Auteurs.
Alors, c'est le premier livre de l'auteur que je lis. J'ai eu la chance d'avoir été contactée par Geoffrey Gabriel qui m'a envoyé son livre avant qu'il sorte. C'est un auteur que j'avais déjà vu, avec qui j'ai déjà discuté lors d'événements littéraires, mais j'avais jamais eu l'occasion de lire un de ses livres. Malgré les conseils d'Eva de Pose-toi et va lire, parce qu'elle m'en a parlé avec beaucoup de bien depuis un petit moment. Donc là, c'était l'occasion justement. Donc j'avais hâte de découvrir l'auteur et en même temps bah voilà, j'espérais aimer. J'avais quelques attentes, mais je voulais pas avoir trop d'attentes non plus pour pas être déçue. Donc voilà, j'étais dans un état d'esprit un peu comme ça, de la découverte, de chouette on découvre, et bon, j'espère que ça ira quand même. Et donc comme je vous le dis, au final c'était un coup de cœur. C'est un livre que j'ai lu au moment où j'en avais besoin. C'était totalement totalement le style d'histoire que j'espérais en fait quelque part. Et c'était pas forcément gagné parce que, alors j'avais pas lu la 4e de couverture, mais c'est le style d'histoire où quand j'entre dans le livre et tout, petit à petit, je me dis ah là là, ce serait bien, j'espère qu'on va pas passer par ces chemins-là, j'espère que ce sera pas écrit comme ça. Et la plupart du temps, si, il y a un schéma classique, il y a quelque chose, et je me dis ah c'est dommage parce que ça commençait bien et je suis déçue par la suite. Là, j'ai commencé le livre, ah j'espérais que on passerait pas par tel truc, j'espérais que être surprise, j'espérais que, enfin. En fait, c'est une histoire qui aurait pu être racontée totalement de façon linéaire, de façon très cadrée, avec des chapitres qui font tout le temps la même taille, avec un suivi chronologique, etc. Et alors là, le livre aurait été pas du tout identique à celui-ci, même si l'histoire à la base est la même, eh bien je trouve qu'avec une construction très simple comme celle que je viens de vous décrire, eh bien il n'y aurait pas eu autant d'émotions et le lecteur n'aurait pas autant été accroché en fait. Autrement dit, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les sujets choisis, et en plus de ça, la construction était à la hauteur. Voilà, et ça c'était super, à la hauteur et surprenante en même temps. Je fais beaucoup de mystères, je vous ai pas encore dit de quoi parlait ce livre. Alors, je nous ai attendu si longtemps. Eh bien, c'est l'histoire d'Emma qui est mariée, qui a des enfants. Elle a une 30aine d'années. Voilà, elle a 2 enfants, je sais plus les âges, mais qui sont pas très grands. Et elle est en week-end, je crois, chez ses parents à Deauville. Et elle regarde, enfin elle tombe à un moment donné sur une photo, elle était fan de photographie, elle retombe sur une ancienne photo et ça lui fait quelque chose parce qu'elle reconnaît la personne qui est sur cette photo, et en fait c'est son premier amour en fait qui s'appelle Maxime. Et ça la titille, cette photo, elle n'arrive pas à s'en défaire, ça la titille, et puis bah voilà, on est en 2023, donc elle se dit tiens, est-ce que j'arriverai à retrouver des traces de mon premier amour, savoir ce qu'il est devenu, surtout que leur histoire elle s'est terminée pas de façon très nette en fait. Donc elle va chercher à reprendre contact, enfin déjà voir ce qu'il est devenu, à reprendre contact, et elle arrive à reprendre contact. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais pas vous dévoiler tout le livre, mais voilà, c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé, la façon dont ce sujet est traité, et puis voilà, c'est des choses qu'on peut comprendre, et on peut être tout à fait satisfait, épanoui dans notre vie de famille. On peut tout à fait comprendre ce que vit Emma. Bien sûr, la question c'est jusqu'où ça va aller. Voilà, quelle sera la fin, parce qu'on voit, on imagine cette grande autoroute, voilà, mais on voit pas encore ce qu'il y a au bout, donc ça nous tient aussi en haleine. Et puis comme je vous le disais, il y a cette histoire de construction, parce que au final, eh bien, sur un sujet comme ça, on est quand même beaucoup avec Emma. Et si on passe tout un livre à être dans les pensées d'Emma avec très peu de dialogue et qu'on suit l'histoire de A à Z et c'est tout, ça aurait pu être très ennuyeux. Très ennuyeux. Voilà. Là, c'est pas le cas. En fait, l'auteur alterne des chapitres alors
de taille moyenne, hein, ils sont pas très longs les chapitres, avec des chapitres extrêmement courts. Alors j'en ai trouvé sur la fin, mais je veux pas vous montrer parce que ça se trouve ça spoil quelque chose, mais alors je vous dis ça, mais ah voilà, j'en ai trouvé un. Voilà, ça c'est un chapitre par exemple. Pas mal. Ça c'est un chapitre, là aussi on a un chapitre. Là, on a un chapitre, puis après on commence un autre chapitre ici, qui pour le coup, voilà, je vais pas vous compter le nombre de pages, mais un chapitre plutôt classique. On a des petits échanges aussi de textos, voilà, bon, c'est pareil, ça dynamise un petit peu. Et puis en plus de tout ça, c'est que tout ne se passe pas 100% dans le présent. On fait des retours dans le passé pour suivre ce premier amour justement, et puis savoir, parce qu'on comprend que ça s'est pas terminé d'une façon claire, nette et précise. On comprend que c'était un peu plus compliqué que ça, et donc en revenant dans le passé, on va voir cette histoire-là. Et l'auteur nous accompagne pas systématiquement. Il nous dit pas attention, nous retournons dans le passé. Non, mais en fait, au bout de 3 lignes, les mots utilisés nous permettent totalement de comprendre où est-ce qu'on est, et voilà. Mais c'est pareil, ça permet vraiment de dynamiser la lecture. Donc, je trouve ça excellent. Vraiment, je trouve ça excellent parce que l'idée est bonne. Donc, voilà, l'idée de base, elle est super bonne, elle est super attirante, voilà. Cette histoire, comme je vous disais, après on file sur une autoroute et on ne sait pas jusqu'où on va, et le final, justement, m'a beaucoup plu. Voilà, bon, c'est pareil, j'ai pas envie de vous en dire plus, mais ça m'a beaucoup plu. Et puis, cette construction, tout ce travail pour entre autres, garder l'attention du lecteur, c'est hyper bien fait et c'est hyper original. Et c'est, enfin, vous savez que je suis quelqu'un de très carré, voilà, j'aime bien que les choses elles soient cohérentes, que ce soit quelque part là on va dire équitable, etc. Donc des chapitres de la même taille, etc. Enfin voilà, là la construction elle est pas du tout carrée. Mais justement je suis contente que ce soit pas le cas parce que ça aurait pas pu coller avec cette histoire là, ça aurait gâché beaucoup de choses. Donc voilà. Et puis en plus de tout ça, les dons de l'auteur. Donc la psychologie des personnages, super bien travaillée, c'est-à-dire que moi, enfin, j'ai l'impression qu'Emma, c'était quelqu'un que je connaissais, je comprenais totalement. En fait, Geoffrey Gabriel est entré dans la tête de ce personnage féminin et a réussi à décrire totalement ce qu'elle pouvait penser, ce qu'elle pouvait vivre, et c'est très fort. Voilà, c'est très fort parce que c'est très juste. Donc ça, j'ai bien aimé, tout en restant une histoire très douce. Hein. Et puis, tout au long de ma lecture, j'ai noté beaucoup de citations dans Babelio. Alors, je vous ai pas dit, mais c'est un livre qui est assez court, qui peut se dévorer en une soirée, hein, vraiment. On est sur 265 pages. Ouais. J'exagère peut-être sur une soirée, ça dépend du temps que vous avez dans la soirée. Allez, 2 soirs. Vous pouvez le lire sur 2 soirs. Et voilà, on s'interrompt beaucoup parce que les phrases sont belles. C'est pas... alors, c'est une écriture poétique, etc. Mais c'est pas des phrases toutes faites. C'est pas... ça nous parle, en fait. Et en même temps, il y a des petites notes d'humour aussi. Il y a des petits clins d'œil qu'on peut capter si on est à peu près de la même génération que l'auteur. Voilà, donc c'est une très très chouette découverte. Je suis ravie. Franchement, j'aurais pu être déçue. Enfin, j'ai tellement d'exemples de livres où voilà, ça part bien, l'idée est super bonne et à la fin, pam, on tombe dans le panneau et puis du coup, ça fait une lecture sympa, hein, mais c'est dommage. Sans jamais réussir à savoir comment caractériser ce dommage, comment trouver une solution pour que ce soit pas, pour que ce livre justement se transforme en un super truc. Qu'est-ce qu'il aurait manqué, qu'est-ce qu'il aurait fallu, enfin c'est toujours difficile à décrire. Là du coup ça l'a totalement fait et j'en suis ravie. Voilà. Donc je vous conseille de lire Je nous ai attendu si longtemps de Geoffrey Gabriel et je vais m'auto-conseiller de continuer à découvrir cet auteur. Et je termine. Alors, peut-être avec le livre que j'ai le moins apprécié de tous ceux que je vous ai présentés.
J'aime pas finir par celui-là en général, mais c'est pas grave. C'est pas grave, d'autant plus que ça reste quand même un tome très bien, puis c'est une série que j'adore. Il s'agit de la série d'une enquête de William Wisting, de John Learhorst. Le titre du livre, c'est La chambre du fils, et c'est un livre série noire. C'est un livre que j'ai reçu en service presse. C'est bien mis en barre d'infos. Alors en barre d'infos, je vous mets les livres que j'ai lus, etc. Et je vous dis bien ce que j'ai reçu en service presse et avec une petite étoile. Et s'il n'y a pas de petite étoile, ça veut dire que j'ai acheté le livre. Alors, La chambre du fils, donc on retrouve William Wisting, enquêteur que j'adore. On est dans un polar norvégien. Et c'est une enquête particulière parce qu'en fait, William Wisting, on lui confie une mission secrète. Il a le droit de recruter qui il veut, mais il faut vraiment que chacun garde le secret. On est sur des sujets très délicats, notamment des sujets politiques. Il y a aussi beaucoup d'argent en jeu dans cette histoire. Et on ne sait pas qui tire les fils, donc il faut rester extrêmement prudent. Et donc chaque enquêteur qu'il va recruter, c'est pas forcément son meilleur copain. Bon, il recrute quand même sa fille au passage, mais il ne recrute pas quelqu'un parce que c'est quelqu'un qu'il adore, mis à part sa fille. Il recrute les personnes parce que ce sont les meilleurs experts sur tel ou tel sujet, ou alors parce que dans son enquête, à un moment donné, il va vraiment être obligé de poser des questions très précises pour un certain sujet, et son sujet, c'est son enquête secrète, et donc il va la dévoiler et en même temps, eh bien, recruter cette personne-là. C'est très original parce qu'il monte son équipe au fur et à mesure, et c'est très atypique en fait, hein, alors que, l'air de rien, on est sur un tome 6. Un tome 6, si on considère que le tout premier de la série, c'est celui qui est sorti en France. Alors qu'en réalité, il y a d'autres tomes de cette série qui n'ont jamais été traduits en français. Donc, tome 6, qu'est-ce qui me plaît dans cette série? Eh bien déjà, William Wisting, c'est un enquêteur qui est très attachant, qui est très bien décrit, très bonne psychologie de ce personnage, bien travaillé. On arrive vraiment à comprendre ce qu'il vit. C'est quelqu'un qui me fait c'est un enquêteur qui me fait penser à deux autres enquêteurs. Il me fait penser un petit peu à Karl Mork de la série Département V dont je vous ai parlé tout à l'heure, en un peu moins cynique peut-être, un petit peu plus réaliste, voilà. Et il a un petit côté de Martin Servaz, de Bernard Minier, parce que c'est pas le plus fort. Et il sait, William Wisting, que c'est pas le plus fort. Lui, ce qu'il veut, c'est la vérité. Il va pas chercher à se mettre en avant. On comprend qu'il a une bonne réputation, qu'il fait bien son travail, qu'il est reconnu pour ça. Mais c'est pas quelqu'un qui va chercher la gloire. Il cherche d'abord il cherche d'abord à résoudre son enquête et avec un côté très humain en fait. Voilà, donc c'est ce qui me plaît. Après, ce que j'aime aussi beaucoup dans cette série, c'est la relation entre William Wisting et sa fille. Je vous le dis pour la 6e fois, William Wisting est enquêteur, la fille de William Wisting est journaliste. Ça pourrait être une relation très compliquée parce que la fille de William Wisting va couvrir des enquêtes du père. Son travail en tant que journaliste, c'est de trouver l'information sensationnelle, de révéler au grand public le maximum de choses qu'on peut savoir, alors que, le rôle de William Wisting, c'est de donner des informations à la population au compte-gouttes pour réussir à gérer son enquête. Voilà. La population, qui est pas de sentiment de panique et je ne sais quoi. Et puis après, voir le message à donner au meurtrier, au suspect. Est-ce que on lui dit on sait où t'habites, on arrive demain à 14 h, ou est-ce que on donne aucun signe distinctif pour que le coupable pense que la police va droit dans le mur. Donc voilà, hyper délicat. Et donc, c'est très rigolo de voir comment ils travaillent l'un et l'autre et ils arrivent extrêmement bien à gérer ça. Voilà. Donc là, ce qui m'a plu, c'est cette histoire d'enquête secrète, privée.
avec la fille de William Wisting et puis un autre personnage qu'on avait découvert dans le tome précédent qui était le Code de Katharina, qui était très bien. Donc là, la fille de William Wisting, elle est là. Contrairement à certains tomes, elle est totalement là. Elle n'a pas été oubliée, elle est active et compagnie. Mais voilà, c'est pas mon tome préféré. Le tome précédent, c'était le Code de Katharina qui était excellent, excellent, excellent. Là, il n'est pas à la hauteur du Code de Katharina, mais ça reste un excellent polar d'une série que j'adore. Et j'ai très hâte de lire le suivant, qui est Le Mal en personne, avec encore une fois cette couverture. Pardon, j'ai enlevé le bandeau. Cette couverture qui est très chouette. Voilà. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous intéressent, hein, notamment le livre de Geoffrey Gabriel. Et puis moi je vous retrouve très vite dans des prochaines vidéos. J'ai plein d'idées alors j'ai plein de podcasts lecture à enregistrer, mais j'ai pas mal d'autres idées et j'espère que ça vous plaira. Voilà, à bientôt.